Bonjour. Je viens ici pour vous faire part d'écrits étranges que j'ai trouvés récemment. Je m'explique. Je fais partie d'une association de bénévoles qui, entre autres, visite des personnes âgées seules, mais aussi retape d'anciennes maisons pour les rendre de nouveau habitables. Il y a quelques jours, je suis allé avec un groupe nettoyer une vieille demeure assez grande, pas loin de la ville. En entrant dans une chambre de l'étage, j'ai remarqué sur la table de nuit 3 feuilles, visiblement arrachées d'un cahier, et un cahier plus petit, ouvert à une page. Je suis curieux, alors je l'ai lu. Je ne sais pas quoi en penser. Comme sur cette chaîne vous avez l'air habitué aux histoires étranges, je me suis dit que ça vous plairait, et que vous pourriez peut-être me donner un avis là-dessus. Je ne sais rien des propriétaires, mais l'association est incapable de retrouver la moindre information sur eux. Comme ce n'est pas toujours lisible, je vous les ai retranscrites. Première note. J'ai fait un cauchemar. Cela faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a tellement effrayé que j'étais tétanisé au réveil. Et depuis, je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Alors quand j'ai vu mon cahier et mon crayon posés sur la table de nuit, j'ai pensé qu'écrire ce que j'avais vu m'aiderait peut-être à dédramatiser. J'ai un souvenir assez net de ce rêve, et je me souviens surtout d'une chose. J'étais poursuivi par un homme dont je ne voyais pas le visage, car il était caché par un masque de lapin. Je ne pouvais pas distinguer ses yeux derrière le masque. C'est ce qui le rendait si effrayant. Il portait un costume en velours marron avec un nœud papillon jaune. C'était un de ces cauchemars où on voudrait courir, mais où on en était incapable. Lui avançait calmement, comme s'il savait qu'il mourrait dans tous les cas. Je me souviens m'être enfermé dans ma chambre, avoir attendu, puis pensant bêtement qu'il était reparti, avoir ouvert la porte, pour me retrouver nez à nez avec lui. Je me suis réveillé en sursaut, encore paniqué, le corps raide de terreur. Il faut que je me lève maintenant. Une grosse journée m'attend. Je prends mon cahier avec moi. Peut-être ressentirai-je encore le besoin d'écrire. Deuxième note. Je crois que je suis somnambule. Je viens de vivre le rêve et le réveil les plus particuliers de ma vie. Je dois essayer de le retranscrire par écrit pour bien différencier rêve et réalité. Dans mon rêve, je venais de me réveiller après un cauchemar. Je me souviens avoir écrit ce cauchemar et avoir laissé la page dans ma chambre, puis m'être levé. Mais en sortant de ma chambre, j'ai fait quelques pas avant de voir, en face de moi, au fond du couloir, l'homme de mon cauchemar précédent. Le même masque de lapin, le même costume de velours. Il était immobile, et après m'être figé de peur, je suis allé m'enfermer dans la pièce qui était juste à côté de moi, la salle de bain. Mais en voulant avancer vers le fond de la pièce trop rapidement, je me suis pris les pieds dans le tapis et je suis tombé. Je viens de me réveiller en sursaut sur le sol de la salle de bain. J'y suis toujours actuellement, et j'écris en attendant que mon cœur se calme. Je ne pensais pas être somnambule. C'est une sensation étrange que de se retrouver au réveil, là où on s'est terminé son dernier rêve. Il faut que je sorte maintenant, et que je me reprenne. Ce rêve est enfin terminé. Troisième note. Il faut vraiment que je me change les idées, que je sorte du demi-sommeil dans lequel je dois encore être. Ce rêve étrange, duquel je me suis enfin réveillé sur le sol de la salle de bain, continue à me poursuivre. Je suis à la table de la cuisine, un café devant moi. Je sais que c'est faux, que c'est le contre-coup du cauchemar, mais il faut que j'écrive ce que j'ai vu. Il y a 5 minutes, quand je me faisais un café, j'ai levé les yeux vers la porte du placard, en verre, au-dessus de la machine. Et j'ai vu son reflet dedans. Le même masque que dans mon rêve. Je me suis figé. Je n'osais pas me retourner, même en sachant que c'était mon imagination. Quand je me suis enfin retourné, il n'y avait plus rien. Mais j'ai cru entendre des pas dans le couloir. Je crois que j'ai des hallucinations. Je viens de le voir à nouveau dans le reflet de la fenêtre en face de moi. Je me suis retourné tout de suite. Cette fois, j'étais sûr de le voir derrière moi. Mais il y avait personne, bien sûr. C'était qu'un rêve, mais j'en garde des images qui ressurgissent. Jamais un cauchemar ne m'avait fait ça. Je garde une sensation de malaise, et j'ai l'impression d'entendre des pas dans l'entrée. Il faut que je reprenne courage et que je sorte. Je vais aller m'aérer l'esprit dans le jardin. Quatrième note. Ce n'était pas un rêve. Je ne comprends plus. Quand vais-je me réveiller? Je suis sorti de la cuisine où j'ai laissé la page sur laquelle j'ai écrit. Je sais que c'est vrai, car un petit morceau de la feuille est resté accroché au cahier. Je suis allé au salon, mais l'homme était là, le même que dans mon cauchemar, qui me regardait de ses yeux vides derrière le masque de lapin. Comment un rêve peut durer si longtemps? Je veux me réveiller, je ne comprends pas. Il était immobile, je me suis figé, mais il a commencé à s'avancer lentement vers moi.
J'ai couru, et je suis sorti de la maison. J'ai couru pour me cacher dans la serre. Mais quand je l'ai ouverte, il était dedans, en face de moi. C'est impossible. Comment il a fait? Ça ne peut pas être réel. J'ai couru jusqu'ici, je suis piégé dans ce cabanon. Je sais qu'il vient. Je l'ai vu avancer lentement à travers la petite fenêtre. Je suis par terre au fond. Je fixe la poignée. J'ai peur qu'il... Le dernier mot, ça m'a l'air d'être une tentative d'écriture. Sont illisibles. Dernière note. Ce n'est pas un cauchemar. C'est réel. J'ai trouvé d'abord la lettre dans le cabanon, encore accrochée au cahier, par terre dans un coin. Je suis allé chercher celle dans la salle de bain, à l'étage, à laquelle elle faisait référence. Puis, j'ai trouvé celle dans la chambre. J'ai voulu ressortir de la chambre, mais il n'était pas là. Ce n'est pas un cauchemar. C'est réel. Il est en face de moi, au fond du couloir, immobile, comme dans les lettres. Le même masque, sans rien derrière les yeux. Je l'ai vu ici. J'ai claqué la porte de la chambre. Je suis à l'autre bout de la pièce, mais je l'entends approcher lentement. Je sais qu'il vient. Cette baraque est au milieu de nulle part. Personne à des kilomètres. Et j'ai explosé mon portable en montant les escaliers tout à l'heure. Je ne sais pas quoi faire. Je devais l'écrire au moins pour prévenir que ce n'est pas un cauchemar, qu'il est réel. Je ne dors pas. J'ai essayé de me réveiller, mais je ne dors pas. Je fixe la poignée. J'ai peur. Je sais qu'il va loup. Le mot n'est même pas terminé, comme si sa main s'était crispée violemment sur son stylo. Après avoir lu ça, j'ai pris les feuilles et je suis parti rapidement de la maison en prétextant me sentir mal. Je ne veux plus y retourner, mais je crois que la peur me donne des hallucinations. Hier soir, pendant une visite chez une vieille dame, j'ai vu, posé sur un meuble, un nœud papillon jaune. Je me suis toujours demandé ce que j'étais capable de faire pour ma femme, mais je ne pensais pas en arriver là. Si j'écris ces lignes, c'est pour prendre du recul, pour me décider à commettre ou non un acte innommable. Nous sommes au 5e jour. Je n'arrive pas à me décider. L'amour était-il plus fort que la chair? Ce sacrifice nous conduira-t-il au paradis ou en enfer? Le couteau, une manche de nacre, est posé à plat sur le bureau. La lame incurvée est encore brillante, vierge du sang de ma femme. Dès que nos regards sont croisés, je l'ai aimée, adulée. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Ma femme est une femme délicieuse. Elle a toujours eu beaucoup de cœur et de goût. Après 3 ans de vie commune, je l'ai demandé en mariage. Elle a d'abord refusé, prétextant que je ne pouvais pas lui demander une telle chose, un tel sacrifice. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là, mais à force d'insister, elle a accepté. Ma demande s'est révélée dramatique pour notre couple. Ma femme a changé, elle a perdu son sourire, sa joie. Ne comprenant pas son attitude, j'ai soupçonné un amant, mais elle m'a 1000 fois rassuré que j'étais le seul homme dans sa vie. Elle a beaucoup changé. Elle a commencé à faire des choses démentes avec des couteaux. Plusieurs fois, elle a fait semblant de se trancher le cou, les coudes, les genoux, les chevilles, les mains. Elle le faisait froidement, machinalement, comme si sa raison ou sa lucidité avait déserté son être. Le pire, c'est qu'elle refusait de me dire pourquoi elle le faisait. Pourquoi elle poussait des petits rires nerveux. Pourquoi elle m'observait sans rien dire, sans sourire. Pourquoi elle se levait la nuit et s'enfermait dans la salle de bain où je n'entendais que le souffle agonisant de sa respiration. Tout ça me faisait froid dans le dos. Tout ça me faisait peur. Mais la machine était en route et dans sa tête, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Plus la date approchait, plus ses goûts changeaient. Elle, la femme non violente et pacifique, était devenue addicte aux films sanglants. Elle devait s'habituer, qu'elle disait, et après le mariage, nous reprendrions une vie quasiment similaire. Un soir, elle m'a demandé de regarder une vidéo sur Internet. Une décapitation. J'ai vomi sur le bureau et la moquette. Après ça, j'ai voulu annuler le mariage. Je lui ai dit que c'était trop, que j'allais la quitter. Elle a ouvert la fenêtre, nous habitions au 5e étage, et aurait sauté si je ne l'avais pas retenue. J'ai cédé. Elle a paru soulagée, elle a presque souri. Elle m'a répété que je saurais tout en temps voulu. Le grand jour est arrivé. Pas celui de mon mariage, mais celui de la demande officielle à son père. Un homme que je n'avais jamais vu. Un homme vivant au fin fond de la Moldavie avec sa famille, ses bêtes et ses traditions. J'ai vite sympathisé avec lui. Un homme rustre mais charmant.
éleveur de poulets et de bovins. Ça se passait si bien que le soir même de mon arrivée, je lui ai demandé officiellement la main de sa fille. Son sourire s'est figé, son visage a changé. Il m'a alors dit que sa fille devait beaucoup m'aimer pour en accepter les conséquences, car il n'était pas facile d'accepter une ancestrale tradition. D'un air idiot, je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de plus belle tradition que celle du mariage, et qu'elle n'avait rien d'ancestral, qu'elle était juste un peu moins à la mode. Il a haussé les épaules, puis il m'a expliqué que dans son pays, les filles doivent rester vierges jusqu'au jour de leur mariage. Dans le cas contraire, elles ne peuvent se marier qu'à l'unique condition que le futur époux prenne lui-même la main de sa future femme. Preuve d'amour contre le péché de chair, avait-il dit. Il s'est alors levé, a soulevé son pull et a retiré de son étui accroché à sa ceinture un couteau avec un manche en nacre, son couteau familial et ancestral. Il m'a dit que j'avais 1 semaine pour le faire. Pendant ce temps-là, il garderait sa fille, et une fois le délai passé, il la marierait à un autre homme du village. Je n'ai compris la tradition qu'au moment où sa femme s'est présentée à moi. Il lui manquait une main. J'ai toujours aimé mon père. Je sais que ça ne sort pas de l'ordinaire, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai juste eu un des meilleurs pères qu'un gars puisse avoir. Il savait vraiment être strict comme un parent se devait de l'être, tout en étant la personne à laquelle je savais que je pouvais tout dire. Peu importe où nous allions ou ce que nous faisions, mon père était toujours capable de parler aux gens et d'illuminer instantanément leur journée. Partout où nous allions, tout le monde aimait mon père, mais beaucoup moins que moi. Il pouvait résoudre n'importe quel problème, pratiquer n'importe quel sport. Et mon Dieu qu'il était intelligent. Nous allions pêcher et chasser ensemble. Il m'apprenait toutes sortes de jeux auxquels nous jouons ensemble. Il me montrait aussi sa gigantesque collection d'outils et m'apprenait à quoi servait chacun d'eux. Nous avions même une ferme et il m'enseignait comment obtenir le meilleur de chaque animal. Je savais que je voulais être comme lui, en grandissant. Dans l'ensemble, ma famille avait une histoire intéressante. Mon père me racontait que notre famille avait un grand secret. Apparemment, mon grand-père avait eu seulement un fils, tout comme son père, et lui à leur suite. Depuis des générations, notre famille n'avait eu que des fils, et uniquement un par génération. Mon père racontait toujours des histoires à propos de son père, et nous disait combien ils étaient proches. Aussi loin que la famille se souvienne, les hommes ont toujours été vraiment très proches. Et savoir que je pouvais faire partie de quelque chose de si spécial me faisait me sentir bien. De toute façon, je n'ai jamais voulu avoir de frères ou de sœurs. Mon père et moi pouvions passer plus de temps ensemble, juste nous deux. Je n'aurais pas pu demander meilleure compagnie. Ma mère et mes grands-parents paternels sont morts quand j'étais petit. J'ai beaucoup entendu parler de mon grand-père, mais tout ce qu'on m'a dit sur ma mère et ma grand-mère était qu'elles se ressemblaient beaucoup. Mon père disait qu'elle ne se préoccupait pas vraiment de nous, qu'elle ne voulait pas que nous soyons heureux, et qu'elle détestait avoir seulement des fils. Tout ce que mon père disait sur ma mère était qu'elle ne m'avait jamais aimé de la même façon que lui, qu'il était bon avec moi. Elle est morte alors que j'étais trop jeune pour pouvoir me souvenir d'elle, et j'ai vécu avec le meilleur parent qu'un enfant puisse avoir. Je dois dire que les hommes de ma famille se sont transmis un camion de traiteur en guise d'affaires familiales. Ça marche bien. Nous servons des sandwichs avec de la viande fraîchement coupée et du fromage, de la salade de choux faite maison, et des pâtes au fromage. Nous sommes reconnus dans plusieurs villes à travers le pays. Mon père récoltait beaucoup de ces produits lui-même dans notre ferme. Nous avions des agneaux, des poulets, et plus particulièrement des cochons. Nous avions beaucoup de cochons. Aussi dangereux que c'était pour un enfant, mon père me prenait avec lui quand il préparait la viande. Il était toujours très prudent par rapport à ça, et s'assurait que je ne me blesse jamais. Je n'ai jamais souvenir que ça soit arrivé, donc je dirais qu'il faisait un assez bon travail. Il me montrait comment on devait procéder pour préparer la viande, pour ensuite la servir. C'était fascinant de voir tout ce qu'il savait, et tous les trucs cool qu'il pouvait faire. De temps en temps, il me laissait l'aider à s'occuper des animaux. Je pouvais les nourrir, les laver, quand il a pensé que j'étais prêt, et j'ai même pu les marquer pour le plaisir. Je me rappelle de ce qu'il a fait pour moi, à mon 5e anniversaire. Ça a été l'un des meilleurs de mon enfance. Tous mes amis étaient venus, et nous avions passé en revue toutes les traditions, les jeux, le gâteau, et beaucoup de cadeaux. Mon père racontait des histoires drôles, et nous a même offert son propre spectacle de magie, constitué de tours de cartes faciles. Mais pour nous les enfants, c'était vraiment magique. Cependant, ce n'est pas ça qui a rendu ce jour si spécial. Plus tard dans la soirée,
Après que tout le monde soit parti et que je sois allé me coucher, mon père m'a réveillé et m'a dit qu'il avait encore un cadeau pour moi. Bien que j'étais encore fatigué de la fête qui s'était déroulée plus tôt, j'étais très excité d'avoir un autre cadeau de la part de la personne que je préfère. Rien que ça. Il m'a emmené dehors, à l'arrière de la maison, où se trouvaient les enclos des animaux. Il m'a conduit à l'intérieur de la porcherie, où un cochon était attaché à un billot. Son corps était fermement lié au billot, ainsi qu'au sol, de telle manière qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il s'est tortillé et a poussé des cris aigus. Il essayait de s'enfuir sans pouvoir rien faire. Mon père m'a regardé dans la noirceur de la nuit et il m'a dit que j'étais sur le point de franchir la première étape pour devenir un homme comme lui, en tuant son meilleur cochon. Mes paupières étaient encore lourdes, il m'a vu encore flou. Ceci dû au fait que je venais de me réveiller, mais j'ai su que c'était le meilleur cadeau qu'on m'avait jamais offert. Il m'a passé une hachette, assez petite pour que je puisse le tenir moi-même, et m'a dit d'être prudent. Il m'a regardé dans les yeux, comme tout mon père, et il m'a enseigné l'importance de la sécurité. J'ai fait de mon mieux pour l'écouter, mais j'étais trop excité. J'étais sur le point de tuer mon premier cochon. Il m'a lentement accompagné dans mes mouvements avant de me diriger vers une petite zone sur le cochon que je devais viser. Le porc était encore en train de se tortiller, et il poussait des cris plus forts et plus désagréables que jamais. J'ai dit à mon père que c'était vraiment bruyant, et il m'a dit d'y mettre fin. J'étais très heureux. J'ai tenu la hachette fermement dans mes mains, et je l'ai levée, et je l'ai brutalement écrasée sur le cou du cochon. Il a poussé des cris aigus encore plus forts, qui me donnaient juste envie de le trancher encore plus pour le faire taire. À chaque fois que j'abattais la hachette, il laissait s'échapper un cri encore plus fort qu'auparavant, jusqu'à ce qu'il se taise tout d'un coup. Je me suis arrêté, et j'ai levé les yeux, remarquant à quel point mon père était fier de moi. J'ai continué à trancher la bête dégoûtante. Comme j'avais seulement 5 ans à l'époque, et que j'utilisais une hache légère, ça a pris beaucoup plus de temps que si mon père l'avait fait lui-même. Ça a pris du temps pour arriver à arrêter les cris, et il y avait beaucoup de sang. Même à ce moment-là, j'en avais partout sur moi. Mais ça m'était égal. Je crois que ça a presque pris 1 heure pour que la tête soit entièrement détachée. Ça sentait tellement mauvais que je devais me boucher le nez. Mon père a pris la hachette, l'a rangée, et m'a pris dans ses bras, sans se soucier du sang qui se répandait partout sur lui. Mon Dieu, j'aime mon père. Il m'a fait prendre un autre bain avant d'aller au lit, mais ça valait le coup. C'était un anniversaire tellement génial. Après cette nuit, nous sommes devenus plus proches que jamais. Mon père n'est jamais parvenu à utiliser le cochon que j'avais tué dans son magasin, mais les autres cochons dans l'enclos ont eu un vrai festin le jour suivant. Mon père était tellement fier de moi après ça. Je n'ai jamais vraiment eu besoin d'amis ou d'autres membres de la famille quand j'avais mon père à mes côtés. Ma mère était partie à ce moment, mais je m'en fichais. Je savais qu'elle ne m'aimait pas autant que mon père m'aimait, de toute façon. Avec lui à mes côtés, traverser les épreuves du collège et du lycée avait été du gâteau. Je lui parlais de tous mes problèmes, qu'ils soient à propos de l'école, des amis ou des filles, et il était capable de tous les résoudre avec sagesse. J'ai commencé à travailler dans le camion de traiteur de mon père après les cours, et pendant les week-ends, où je me faisais de l'argent en passant du temps avec lui. Finalement, je suis allé tout droit à l'université. Après 3 ans dans une université publique, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Darla. Elle était belle, intelligente, douce, le gros lot. Nous sommes sortis ensemble jusqu'à ce que nous ayons obtenu notre diplôme, et nous nous sommes fiancés ce même mois. Elle a ensuite commencé à travailler dans la publicité pendant que je tenais le camion de traiteur de mon père. Je pouvais toujours voir mon père autant que je le voulais, mais avec ma fiancée dans les parages, mon temps était réduit. Je peux dire que mon père n'était pas très heureux que je sois moins disponible que je l'étais autrefois, mais il l'a accepté et était content de mon bonheur. Darla et moi avons finalement déménagé dans notre propre appartement, et nous avons pu économiser un peu d'argent pour avoir un bon mariage. Bien sûr, mon père était mon témoin. De toutes les choses qu'aurait pu me donner ma nouvelle femme, rien ne m'aurait rendu plus heureux qu'un fils. Mon père nous a aussi encouragés à sauter le pas et à passer à l'action. J'ai essayé de convaincre Darla que nous devions commencer dès à présent, et après de nombreuses disputes à ce propos, elle a accepté et est tombée enceinte le mois suivant. Je n'avais jamais vraiment éprouvé d'angoisse avant de connaître celle de savoir le sexe du bébé. Quand j'ai appris que c'était un garçon, j'ai presque sauté au plafond. J'ai pensé que notre don familial était peut-être une réalité après tout. Et puis, est venue l'attente que le bébé naisse. C'était presque aussi désagréable que lorsque j'attendais pour savoir son sexe.
Je voulais être un aussi bon père que mon père l'avait été. Quand il est finalement arrivé, le monde autour de moi s'est arrêté. J'ai éclaté en sanglots à l'instant même où j'ai tenu mon fils dans mes bras pour la première fois. Il était tellement beau. Il me ressemblait beaucoup, et jamais j'aurais voulu le laisser partir. On a décidé de l'appeler John, ce qui faisait de lui le 8e John dans ma famille. J'allais le rendre aussi bon que mon père m'avait rendu. Devenir parent était une épreuve difficile, mais j'ai néanmoins aimé ça. J'amenais mon fils chez mon père tout le temps. Nous l'avons regardé marcher à 4 pattes, faire ses premiers pas, parler et manger de la nourriture solide pour la première fois ensemble. Je pense que Darla n'appréciait pas que John et moi passions autant de temps avec mon père, mais ça me gênait pas. J'aimais chaque minute du temps que nous passions tous ensemble. Quand j'ai appris que mon père avait un cancer, mon monde s'est écroulé. Il m'a dit de m'asseoir et m'a expliqué qu'il ne serait plus là pour longtemps. J'ai pleuré. Poser d'autres questions était au-dessus de mes forces. Je ne pouvais que sangloter. Je me suis juste assis chez lui et j'ai pleuré. Il m'a serré dans ses bras comme il le faisait lorsque j'étais enfant et j'ai pleuré sur son épaule, comme je l'aurais fait étant enfant. Le reste de cette journée, j'étais totalement brisé. Le reste de cette semaine, il ne se passait pas une heure sans que j'éclate en sanglots. Je voulais ne jamais me séparer de lui. J'ai encore plus amené John chez lui pour qu'il puisse connaître le plus possible son grand-père. Mon père aimait John et était aussi gentil avec lui qu'il l'était avec moi quand j'avais son âge. Je crois que j'ai pleuré continuellement pendant toute la durée de son funérailles. Il y avait des moments où c'était plus dur que d'autres, mais j'étais constamment dans un état d'abattement. Je me souviens que je tenais John et qu'il m'étreignait en retour. C'est lui qui m'a réellement aidé à surmonter tout ça. Dès cet instant, j'ai donné à mon fils tout l'amour que j'avais en moi. Mon père m'avait laissé tout un tas de trucs, dont le camion de traiteur, sa maison pour Darla, John et moi, ainsi qu'un journal qu'il tenait lorsque nous vivions ensemble. Une nuit, j'ai commencé à lire ce qu'il avait écrit dans ce journal. Il était très clair qu'il m'aimait, puisqu'il écrivait à moi et personne d'autre. Je ne pouvais le lire que par à-coup, car je devais retenir mes larmes à certains passages. À travers ce journal, il continuait de communiquer avec moi, de me partager son point de vue sur la famille, et il restait toujours lui-même, même après être parti. Un passage était plus sérieux que tout le reste. C'était une page intitulée « Le secret du don ». Dedans, il y avait les histoires qu'il racontait à propos de notre don de famille qui nous permettait d'avoir de super relations avec seulement nos fils. Le secret était d'éliminer tout ce qui s'opposait au cadeau de la masculinité, et le don continuerait de prospérer. C'est là que je me suis rendu compte que mon père m'avait tracé la voie pour que je perpétue notre don. Il me parlait toujours du fait que ma terrible mère n'aimait pas qu'il passe autant de temps avec moi. Elle n'avait jamais apprécié les leçons qu'il m'enseignait. C'était même écrit dans le journal qu'il n'avait jamais aimé ma mère autant qu'il m'aimait. Elle n'a jamais voulu que mon père et moi soyons heureux. Elle a voulu s'opposer au don en essayant de nous tenir éloignés l'un de l'autre. Mais ça n'a jamais fonctionné. Je suis tellement content qu'elle soit morte. Le monde n'avait pas besoin de quelqu'un qui était autant contre l'amour. Sur l'une des pages suivantes, je pouvais sentir la colère dans l'écriture de mon père. Il y avait des courtes phrases comme « Salope, il est à moi et va crever ». Puis je suis tombé sur un dessin. Mon père n'a jamais été très bon artiste, en dépit de ses nombreux autres talents, mais je pouvais distinguer clairement ce qu'il avait voulu représenter. C'était une femme, sans doute ma mère, morte, en dessous d'un cochon. La femme et la bête étaient toutes les deux décapitées et allongées dans une mare de sang. Près d'eux, il y avait mon père et moi, dessinés comme des bonhommes en bâton, souriants. En dessous, il était soigneusement écrit « C'est bien mon fils ». Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Mon père était juste incroyable. Plutôt que de tuer ma mère lui-même, il m'avait donné la chance de le faire. Tous les souvenirs de cette nuit-là me sont revenus en mémoire. Le porc, la hachette, les cris aigus, et mon père me regardant, ne pouvant pas être plus fier. Je n'avais jamais vraiment compris ce qui m'avait rendu mon anniversaire si génial jusqu'à là, et j'aimais mon père encore plus pour cela. Peu après ça, j'avais repris mes esprits, comme on dit, et tout allait très bien. Nous avions tous déménagé dans la maison de mon père, les affaires du camion du traiteur étaient bonnes, et mon fils et moi étions aussi heureux que nous pouvions l'être. Il me regardait travailler dehors avec les animaux, et je lui apprenais tout pour préparer la viande. Son 5e anniversaire approchait, et je lui avais déjà acheté un nouveau vélo, brillant, reluisant. Il allait l'adorer, et j'allais aimer lui apprendre à en faire. Quand le jour est arrivé, je me suis assuré que sa fête serait aussi incroyable que l'avait été la mienne. Il y avait des ballons, des jeux amusants pour les enfants,
et un délicieux gâteau. Je lui ai donné son vélo et son visage s'est illuminé. J'ai aimé le voir aussi heureux. Je lui ai dit que le lendemain, je lui apprendrais à en faire. Il était tellement excité. C'est peut-être ça qui l'a autant épuisé. Après que tout le monde soit parti, j'ai porté mon fils dans sa chambre, pendant que Darla nettoyait. J'ai pris ma 4e boisson de la soirée. Quand j'ai eu fini de boire, j'ai rincé mon verre et je me suis lavé les mains. Je suis allé dehors pour chercher quelques provisions et je les ai rapportées à l'intérieur. Darla était dans le salon, en train de ramasser les papiers cadeaux quand j'ai pris le tisonnier de la cheminée et l'ai frappé derrière la tête. Elle est tombée d'un coup, mais était encore consciente. La douleur et le choc se sont reflétés sur son visage. Avant qu'elle ait pu se ressaisir pour pouvoir crier, je l'ai étranglée et j'ai fourré un torchon dans sa bouche. J'ai mis de l'adhésif sur sa bouche que j'ai enroulé plusieurs fois autour de sa tête pour bien maintenir le bâillon en place. C'était une femme plutôt fluette. Ses coups n'étaient pas assez forts pour m'inquiéter. Cependant, j'étais inquiet que toute cette agitation réveille John. Par chance, il tenait de moi et était un très gros dormeur. Après avoir fini de scotcher ses bras le long de son corps, ainsi que ses jambes et ses chevilles ensemble, je l'ai emmené dans le plus haut cochon. Je l'ai laissé tomber sur le sol et j'ai couru jusqu'à mon atelier pour prendre toutes les autres choses dont j'avais besoin. Je me suis dit, c'est exactement ce dont John a besoin pour son futur, et ce dont j'ai besoin pour être un bon père. Personne ne peut comprendre l'amour que nous partageons, et surtout pas elle. Elle ne l'aime pas autant que moi, je le sais. Ma mère, Darla, toutes les deux sont pareilles. Elle aurait juste bloqué notre relation et terni tout ce que ma famille a défendu. Quand je suis revenu, plusieurs porcs la reniflaient et je pouvais voir qu'elle était allongée dans les excréments. J'ai adoré ça. Je l'ai ramassée et l'ai traînée jusqu'au bio. Je l'ai attachée de telle sorte à ce que son cou arrive au sommet. Elle faisait encore beaucoup de bruit à ce moment-là et sanglotait énormément. Elle a essayé de se défaire de ses nouvelles attaches, mais c'était compté sans tout le savoir que je tenais de mon père en matière de nœuds. Je suis parti et ai ramené mon meilleur porc devant elle. Je pris un couteau et je l'ai poignardé en dessous du menton et dans la tête, de telle sorte qu'il ne fasse pas trop de bruit quand il mourrait. Ensuite, j'ai vidé le cochon, enlevant la plupart de ses organes, et j'ai déposé le contenu un peu plus loin. J'ai bien étendu la carcasse et en ai couvert Darla, qui ne devait pas apprécier l'odeur, mais je ne pouvais pas tellement lui en vouloir. J'ai attaché la carcasse à Darla. L'incision s'adaptait parfaitement à sa tête. Je ne crois pas qu'elle ait pu voir grand-chose après ça. Quand j'ai eu fini de tout mettre en place, j'ai été très fier de moi. Mon chef-d'œuvre ressemblait vraiment à un cochon, attaché, en train de se débattre. Et ses cris étouffés par son bâillon étaient similaires au couinement d'un porc. Mon père était un génie. Je suis rapidement monté dans la chambre de mon fils. Il dormait encore, mais je l'ai réveillé, lui disant que j'avais encore un autre cadeau pour lui. Il s'est frotté les yeux et a sauté de son lit. Quand je lui ai montré ce que j'avais fait, son sourire était plus grand que je ne l'avais jamais vu auparavant. Je lui ai donné une hachette, la même que j'avais utilisée, et lui ai dit de faire très attention parce que c'était un outil dangereux et que je ne voulais pas qu'il blesse qui que ce soit. Après lui avoir appris les mouvements et les protocoles de sécurité, j'ai mis ma main sur son épaule et lui ai dit que c'était ses premiers pas pour devenir un homme. Il m'a souri et m'a dit qu'il m'aimait. Une larme a coulé sur ma joue, tandis que je lui répondais que je l'aimais aussi. Il m'a dit qu'il n'aimait pas les cris du porc, et que je lui ai expliqué qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'y mettre fin. Je lui ai montré où frapper, et je l'ai laissé faire. Après plusieurs coups, il a vraiment compris le truc. Tandis que le temps passait et qu'il répétait ses coups, tout ce que je pouvais faire était le regarder comme tout père l'aurait fait, et me dire « C'est bien mon fils ». Le noir. Un simple mot, mais qui signifie tellement de choses. En plus d'être d'une banale couleur, ou plutôt l'absence de couleur, il évoque aussi une peur terrible que l'on retrouve ancrée dans notre subconscient et qui remonte jusqu'à notre plus tendre enfance. Cette peur s'en va naturellement en grandissant, mais pourtant, elle est toujours là, tapie dans un coin de notre inconscient, prête à ressurgir au moindre signe de danger. Lorsque vous vous promenez seul dans la nuit, sans un bruit, et que ce léger malaise vous surprend jusqu'à ce que vous soyez chez vous en sécurité et baigné de lumière. Tout le monde connaît ce sentiment. Moi, je l'ai en permanence. Ma peur du noir n'a jamais diminué en intensité depuis que je suis petit. À peine l'obscurité installée, que je sens un souffle glacial me remonter la colonne vertébrale. Des sueurs froides courent le long de mon épiderme. Mes mains deviennent moites et je n'ai qu'une idée en tête, retrouver la lumière. Je ne suis jamais resté plus d'1 heure sans lumière.
Je me promenais sans cesse avec une source lumineuse et dormais toujours avec une veilleuse. C'est devenu plus compliqué quelques années plus tard, mais j'y suis parvenu tout de même. Je pensais que cette phobie était un problème psychologique dû à mon extrême sensibilité. Mais tout a changé le jour de l'accident. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Tout est flou dans ma tête. Mais après ça, une chose est sûre. J'étais devenu aveugle. Depuis, les ténèbres sont omniprésentes. Elles m'entourent et sont en permanence dans ma tête. Elles se glissent dans mes moindres pensées et s'insinuent lentement en moi. Non, ma peur n'est pas irrationnelle. Dans l'obscurité se cachent des choses horribles qui n'attendent que le bon moment pour passer à l'attaque. Je les vois maintenant. J'arrive à les distinguer. Je ne sais pas ce qu'elles veulent de moi, mais je les sens se rapprocher de jour en jour. Je sais maintenant. Elles ne veulent pas être vues. Je vous ai tout donné. Pourquoi moi? Pourquoi? Retrouvés près du corps de la victime, ses globes oculaires ont été arrachés et des griffures internes sont présentes sur le corps.